L'histoire continue avec Jinwoo qui dort jusqu'à tard, et il reçoit un appel de Gina. En entendant sa voix, elle réalise qu'il est encore au lit, lui demandant s'il sait même quelle heure il est. Il remarque qu'il est 2 heures de l'après-midi, et elle lui rappelle que sa réunion parents-professeurs est censée avoir lieu aujourd'hui. La scène coupe à son arrivée à la réunion des parents de Gina, et elle est surprise de le voir aussi élégant. Il se demande s'il a l'air étrange, mais elle dit que ce n'est pas ça, et il précise qu'il devait mettre quelque chose de décent puisqu'il ne pouvait pas rencontrer son professeur en tenue de sport. Gina est surprise de voir à quel point les gens peuvent changer, et alors qu'elle marche dans le couloir avec lui, il charme toutes les filles autour, les faisant se demander qui il est. Gina se souvient qu'il n'a toujours pas de petite amie, et lui demande si elle devrait lui en présenter une ici, mais il n'est pas enthousiaste à l'idée. Ensuite, on le voit en réunion avec le professeur de Gina, et le professeur lui dit que Gina est une bonne élève et qu'elle est un modèle pour les autres. Le professeur est fier d'elle, expliquant qu'elle a même bien réussi ses examens blancs. Elle est sûre que sa sœur pourra entrer dans une faculté de médecine, et elle espère qu'il ne la poussera pas trop. Il comprend, et avant de finir la session, elle lui demande si Gina devenait éveillée, lui permettrait-il de devenir chasseuse. Il refuse fermement, et elle s'attendait à une telle réponse, se demandant si elle peut lui demander une faveur. La scène passe à Jinwoo retrouvant Song-yi, et elle est surprise de le voir. Il lui révèle qu'il est en fait le frère de Gina, et elle réalise que le professeur a dû lui demander de la convaincre d'abandonner son statut de chasseuse. Elle refuse fermement de quitter et de retourner à l'école, et il lui dit qu'elle ne pourra pas gagner d'argent en tant que chasseuse de rang E. Il sait qu'elle a dû gagner pas mal d'argent en faisant partie de son équipe d'assaut, mais c'était une exception, et elle lui demande de partir s'il va simplement lui prêcher. Elle fait remarquer qu'il est aussi un chasseur de rang E, et il révèle qu'il n'est pas là pour la persuader d'abandonner, lui demandant de le suivre. Ailleurs, on voit Jinchul accueillir Wang Dongso au Japon, et Dongso est surpris de voir que le chef de l'association des chasseurs est là pour l'accueillir. Jinchul va droit au but, lui demandant combien de temps il va rester ici, et Dongso lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne sera pas là longtemps. Jinchul est surpris que Dongso ait choisi de revenir dans le pays qu'il a trahi juste pour rencontrer ces 2 personnes, et Dongso est sûr que Jinchul sait qu'il n'est pas juste ici pour les voir. Il mentionne que les gars de l'équipe de surveillance devraient faire semblant d'ignorer tout ce qu'il fait à ces 2-là dans un donjon, et il révèle ses intentions de d'abord s'occuper de Jinwoo, puis de Jino. Il est confiant que Jinchul ne pourra pas l'arrêter avec ses faibles capacités, et Jinchul affirme qu'il fait simplement son devoir. Quelque part ailleurs, un monstre est déchargé de l'hélicoptère que le maître de guilde Choi et les autres ont pris pour l'île de Jeju, et Choi explique la situation au président de l'association des chasseurs. Il mentionne que les monstres essayaient de traverser la mer jusqu'au continent, mais qu'ils ne pouvaient pas voler aussi longtemps et qu'ils sont tombés dans la mer. Il est sûr qu'un jour, ils pourront traverser vers le continent, s'ils les laissent faire, et Gun propose de faire tout ce qu'il peut pour empêcher cela. La scène passe à Jinwoo rencontrant 100 minutes, et 100 minutes dit qu'il ne s'attendait pas à recevoir un appel de Jinwoo. Il remarque que Song-yi est avec lui aussi, et Jinwoo s'excuse pour sa demande soudaine, mais 100 minutes s'en fiche, il est juste surpris que Jinwoo veuille regarder leur entraînement. Il explique que la porte qu'il voit ici est de niveau C, et qu'elle est apparue récemment. À ce moment-là, un homme impatient les interrompt, disant qu'ils devraient commencer le raid, car ils ne sont pas ici pour un pique-nique. Jinwoo se demande qui est cet homme, et l'homme est présenté comme Kim Chul, un chasseur de rang A avec le rôle de tank. 100 minutes dit qu'il est le leader de cette équipe d'assaut, et il est agacé qu'il laisse des chasseurs de rang E venir regarder son raid. Kim Chul semble clairement mécontent d'avoir été assigné pour surveiller des chasseurs de rang E, et 100 minutes explique à Jinwoo que cette équipe d'assaut comprend un chasseur de rang A, 5 de rang B, et 2 de rang C. Avec les 2 d'entre eux, 10 personnes réaliseront ce raid, et Jinwoo n'aime pas qu'il y ait autant de monde ici, car il avait invité Song-yi pour lui montrer à quel point les raids de donjons sont difficiles, mais cela pourrait être difficile avec un groupe aussi grand. L'assistant de 100 minutes dit à Jinwoo de rester sur le côté et de donner l'opportunité de combattre aux nouveaux venus, et Jinwoo comprend. Tout le monde entre alors dans la porte, et Jinwoo sent quelque chose d'étrange dès qu'ils entrent. Il remarque que la porte derrière lui se comporte de manière étrange, devenant rouge. Jinwoo réalise ce qui se passe, essayant d'échapper à la porte, mais il parvient à peine à sortir sa tête, disant à 100 minutes de contacter l'équipe d'assaut, et il est poussé à l'intérieur de la porte à nouveau. 100 minutes contacte Yuno, lui racontant l'apparition surprenante d'une porte rouge, et Yuno se dirige vers eux immédiatement. Pendant ce temps, Jinwoo et les autres ouvrent les yeux, entourés d'un champ de neige, et tout le monde est surpris de voir que la porte a disparu, se demandant comment ils vont sortir d'ici. Kim Chul informe tout le monde que c'est une porte rouge, et Song-yi se demande ce que cela signifie. Jinwoo lui explique que c'est différent d'une porte ordinaire, et que c'est un donjon dans lequel, une fois entrés, ils perdent tout contact avec le monde extérieur.
Pour sortir d'ici, ils devront soit vaincre le boss, soit attendre l'effondrement du donjon. Le monde extérieur ne peut pas interférer avec cette porte, et il y a beaucoup de bêtes magiques à l'intérieur. Juste à ce moment-là, ils sont attaqués par des flèches, et l'un de leurs membres meurt. Cependant, Jinwo attrape la flèche destinée à Song Yi, la protégeant. La fille de l'équipe remarque cela, et ils voient tous qu'ils sont entourés par des elfes de glace. Jinwo remarque qu'ils sont assez loin, et c'est pourquoi il ne les avait pas sentis. Il peut voir qu'ils ont ciblé les deux personnes les plus faibles de leur groupe, et si cela s'était produit il y a 2 mois, ils seraient morts maintenant. Les elfes de glace se dispersent, et Song Yi semble confuse, alors Jinwo lui explique que les elfes de glace sont brutaux, et que les chasseurs les appellent souvent les tueurs de glace. Kim Chul s'adresse à tout le monde, leur disant qu'ils ne vont recevoir aucune aide dans cet endroit, et il leur demande de suivre ses ordres s'ils veulent survivre. Il déclare que même lui ne peut pas les mener tous, les informant qu'ils vont se diviser en 2 groupes, prétendant que c'est pour que plus d'entre eux puissent survivre ici. Il mentionne qu'il risque de geler à mort s'il reste ici, et il propose de faire survivre tous ceux qui le suivront. Tout le monde veut aller avec lui, mais Kim Chul isole les plus faibles, leur disant qu'ils ne peuvent pas venir avec lui. Il explique qu'une journée ici équivaut à 1 heure dehors, et qu'il pourrait leur falloir des mois pour vaincre le boss, ou attendre que le donjon s'effondre. Il mentionne qu'il va laisser les 3 morts derrière lui, leur disant qu'il reviendra pour eux une fois qu'il aura vaincu le boss. La fille du groupe veut en fait aller avec Jinwo, et Kim Chul pense qu'elle est assez stupide, mais elle est sûre que Kim Chul n'a pas remarqué la flèche plus tôt, murmurant à Jinwo qu'il ne semble pas être un chasseur de rang 1. Elle est sûre qu'il est de rang A ou même plus haut, et Kim Chul déclare qu'il prendra le chemin principal, donc Jinwo propose de se diriger vers la forêt. Après un moment, le groupe de Kim Chul tombe sur des griffures sur des arbres, et il explique qu'ils sont entrés dans le territoire de l'ours des glaces. Il est sûr que ces chasseurs de rang 1 vont être tués, et il perçoit des ours des glaces. Ils se retrouvent bientôt encerclés, et l'un des ours les attaque, mais Kim Chul bloque avec son bouclier, le coupant en 2 avec sa hache. Il se dirige pour combattre les 2 autres aussi, et ailleurs, la fille arrête le groupe de Jinwo, lui demandant s'ils n'ont pas remarqué toutes ces griffures sur les arbres. Elle explique que c'est le territoire de l'ours des glaces, leur disant de faire demi-tour avant de rencontrer ces bêtes, mais Jinwo suggère qu'ils devraient aller plus loin. Il mentionne que si c'est le territoire de l'ours des glaces, alors ils n'auront à se soucier que des ours des glaces, et ils sont plus faibles que les elfes. La fille réalise qu'aucune autre bête magique ne s'approchera de cette zone en raison du nombre d'ours des glaces, et Jinwo remarque qu'il fait assez froid. Il sort des manteaux de son inventaire, les distribuant à tout le monde, et ils sont surpris qu'il soit capable d'utiliser la magie de sous-espace. Ils mettent les manteaux, pensant qu'ils sont assez confortables, et Song Yi lui demande qui il est vraiment. Il mentionne qu'il va la protéger puisque c'est lui qui l'a amenée ici, mais il espère qu'elle ne lui posera pas de questions, et il souhaite que les autres fassent de même. Juste à ce moment-là, un ours des glaces apparaît, et Jinwo change son titre en assassin de loup pour le combattre. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, Yuno pense que cette porte est de mauvais augure, sûr que seuls les chasseurs de haut rang pourraient survivre ici. Il met ses espoirs en Kim Chul, et 100 minutes l'informe que, outre l'équipe d'assaut, il y en a d'autres qui sont entrés dans la porte. L'un d'eux est Sung Jinwo, et Yuno se demande quel est son rang. 100 minutes mentionne qu'il est de rang E, mais qu'il a peut-être été rééveillé, bien qu'il ne soit pas sûr de cela puisque Jinwo n'a jamais confirmé ses soupçons. Yuno n'est pas très optimiste à ce sujet, et juste à ce moment-là, Dongso arrive avec Jinchul. Yuno n'est pas content de le voir ici, lui demandant ce qu'il fait ici, puisque celui-ci était censé être en Amérique. Dongso n'est pas très enclin à répondre à ces questions, lui demandant pourquoi il a laissé un chasseur de rang entrer dans cette porte alors qu'il n'était même pas dans sa guilde. Il précise qu'il parle de Jinwo, et Yuno se demande comment ce type le connaît. Dongso est déçu de voir une porte rouge devant lui, pensant qu'il ne verra peut-être même pas Jinwo, car il est très probablement en train de mourir à l'intérieur. Jinchul pense que Jinwo a beaucoup de chance, car il n'aura pas à affronter Dongso puisqu'il est dans une porte rouge en ce moment, mais il n'est pas sûr qu'il réussira à sortir vivant. En même temps, nous voyons Jinwo vaincre le dernier des ours des glaces, et il parvient également à monter en niveau. La fille du groupe se demande qui il est vraiment, mais il reste silencieux. Plus tard, nous voyons tout le monde manger de la viande d'ours, et ils sont surpris que Jinwo ait réussi à abattre tous ces ours à lui seul. La fille pense qu'ils ne peuvent toujours pas baisser leur garde, car le repère des monstres doit être à proximité, et Song Yi se demande étonnamment pourquoi Jinwo est allé faire de l'exercice après le dîner alors qu'il vient de combattre une bande de monstres. Elle pense qu'il est vraiment une personne étrange, et les autres sont d'accord. Ailleurs, nous voyons Jinwo à l'extérieur du repère des ours des glaces, et il invoque son armée d'ombre pour un essai.
Ils combattent les ours et parviennent facilement à les couper en morceaux, mais certains des ours réussissent à déchirer des membres de son armée d'ombre. Cependant, son armée utilise son mana pour se régénérer rapidement. Les mages leur apportent du soutien, et Jinwo pense que ces gars ont dépassé ses attentes, mais ils consomment beaucoup de mana. Juste à ce moment-là, le boss des ours des glaces apparaît, et il parvient à anéantir toute son armée d'ombre d'un seul coup, érodant tout le mana de Jinwo, le laissant incapable de régénérer son armée. Jinwo envoie alors Igri, et l'ours l'attaque, mais il l'esquive, tranchant l'ours, et en quelques secondes, il met la bête à genoux. La bête tente encore de l'attaquer, mais il lui coupe la tête avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. En voyant cela, Jinwo pense qu'il aurait définitivement perdu contre Igri s'il avait utilisé son épée dans leur combat, et même à son niveau actuel, Igri pourrait être plus fort que lui. Il félicite Igri pour le travail bien fait, et la scène change pour l'équipe de Kim Chul combattant des elfes. Nous remarquons que tout le monde sauf lui est mort, et Kim Chul n'arrive pas à le croire. Il pense qu'il allait devenir un membre élite de la guilde des Tigres Blancs, et il a peur de voir les elfes tuer le dernier membre de son équipe, alors il s'enfuit. Ailleurs, Jinwo utilise ses compétences pour intégrer les ours des glaces tombés dans son armée, et comme il parvient à tous les réveiller, il est ravi. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, on apprend que 3 heures se sont écoulées depuis l'ouverture de la porte, et cela fait 3 jours à l'intérieur. Dongso pense que Sung Jinwo doit être mort, essayant de fuir, mais il se souvient que Jinwo ne fait pas partie de la guilde des Tigres Blancs, se demandant ce qu'il fait dans cette porte. 100 minutes lui dit que Jinwo est un de ses amis, et qu'il était intéressé par une quête de Rancé, alors il l'a laissé entrer. Dongso continue son chemin après avoir entendu cela, et 100 minutes se sent soulagé, mais soudain, Dongso le saisit par le cou, lui demandant quel est son objectif final. Yuno ne reste pas silencieux en voyant cela, saisissant la main de Dongso, lui demandant de lâcher prise, et ils se disputent. Ils libèrent leur pouvoir, et 100 minutes pensent qu'il serait mauvais que 2 chasseurs de rang S commencent à se battre. Ils échangent des coups, provoquant une grande explosion d'énergie, et à l'intérieur de la porte, on voit Kim Chul trembler de froid. Il pense qu'il n'aurait pas perdu s'il avait eu l'équipement pour faire face à ce froid, et il tombe sur les corps des ours des glaces que Jinwo a tués. Il est surpris de les voir, se demandant si c'est le groupe de rang E qui a fait cela, mais il est sûr qu'ils n'ont pas la force pour, donc cela doit avoir été fait par les elfes des glaces. Il s'enfuit immédiatement de l'endroit, et à l'extérieur de la porte, on voit que Jinchul a arrêté les 2 chasseurs de rang S de se battre. Ils sont impressionnés par lui, et il mentionne qu'il a pu faire cela seulement parce qu'ils ont retenu leur coup. Il dit à Dongso qu'il ne sait pas ce qu'il suspecte, mais qu'il a vérifié la puissance de Jinwo il y a 2 mois, et qu'il est en effet un chasseur de rang E. Il mentionne que selon leur enquête, les bêtes magiques étaient responsables de la mort de son frère, mais Dongso pense que c'est un mensonge. Il est sûr que Jinwo est celui qui a tué son frère, et Jinchul lui demande pourquoi il poursuit Jinwo dans ce cas. Il révèle que c'est juste une excuse pour tuer, et juste à ce moment-là, il reçoit un message, partant brusquement, pensant que Jinwo est un gars chanceux. 100 minutes est sûr que Jinwo va revenir vivant, car il connaît bien sa force, et à l'intérieur de la porte, on voit les membres du groupe de Jinwo boire un café et se détendre. Kim Chul les remarque, surpris de les voir encore en vie, et il voit qu'ils ont des vêtements chauds et des tentes, pensant qu'il a perdu parce qu'ils ont refusé de partager cela avec lui. Il se dirige vers eux avec colère, leur disant que l'équipe d'assaut a été anéantie, et c'était parce qu'ils ont monopolisé toute la nourriture et le matériel. Ils ont peur de le voir enragé, et ils pensent que Ejin a dû savoir cela, et c'est pourquoi il a rejoint l'équipe de Jinwo. Il leur demande de se confesser, ou il va tous les tuer, et il leur donne un compte à rebours de 3. Le groupe de Jinwo se prépare à le combattre, et juste à ce que son compte à rebours arrive à 0, Jinwo le propulse à travers le champ de neige. Il n'arrive pas à croire que Kim Chul ait fait tuer ses coéquipiers, et qu'il leur ait même causé des ennuis. Il demande aux elfes des glaces cachés autour de venir, car il connaît leur présence, et ils défont leur camouflage. Les autres ont peur de voir un si grand groupe, pensant qu'ils sont en infériorité numérique, et en voyant l'elfe des glaces sur le cheval, Jinwo réalise que cela doit être le boss de ce donjon. Le chef des elfes des glaces mentionne alors qu'il semble y avoir quelqu'un d'utile parmi les humains, et Jinwo peut le comprendre, surprenant tout le monde. Jinwo se demande aussi pourquoi il peut le comprendre, pensant que cela doit être parce qu'il est un joueur. Le chef des elfes pense que c'est parfait, lui disant qu'un de ses subordonnés voulait le combattre, et Jinwo l'élimine en un instant, lui demandant de continuer. Le boss pense que c'est intéressant, et les deux s'affrontent. Jinwo parvient à faire tomber son cheval, et il réalise que ce combat va s'éterniser. Le chef pense que Jinwo est intéressant, mais il est sûr qu'il n'est pas vraiment humain, lui demandant pourquoi il se mêle parmi eux. Jinwo ne comprend pas ce qu'il veut dire, et il explique qu'à chaque fois qu'ils combattent un humain, ils entendent une voix leur disant de les tuer, mais lorsqu'il fait face à Jinwo, il ne l'entend pas du tout.
Jinwo se demande si c'est quelque chose de similaire aux commandes du système, et le boss des elfes ne pourrait peut-être rien entendre en le confrontant parce qu'il est un joueur. Le boss lui dit alors qu'il n'est pas nécessaire qu'il se batte, lui demandant de remettre les humains derrière lui, et il le laissera tranquille. Jinwo ne semble pas intéressé par cela, lui demandant qui il est, et pourquoi il se bat contre les humains. Le boss explique leurs origines, mais Jinwo ne l'entend pas, se demandant ce qui vient de se passer. Il refuse simplement l'offre que le boss lui a faite, et le boss lui rappelle qu'il est en infériorité numérique, mais Jinwo invoque son armée, et tout le monde est surpris de les voir. Au début, il pense que ce sont des monstres, mais en remarquant leur apparence inhabituelle, il réalise que Jinwo a invoqué ces créatures. Le boss pense qu'il lutte en vain, et il ordonne à ses forces d'attaquer. L'armée de Jinwo et les forces du boss commencent alors à se battre, et l'armée de Jinwo parvient à en abattre certains, tandis que les elfes des glaces ripostent contre l'armée des morts vivants. Pendant ce temps, Jin et les autres se retirent, sachant pertinemment que ce combat dépasse leurs capacités. Certains elfes des glaces essaient de leur tirer dessus, mais Jinwo attrape leurs flèches, les tuant instantanément. Il remarque que la bataille se passe bien, et que ses soldats ne peuvent pas mourir, mais ils ont encore besoin de PM, et il est à court de cela. Il remarque que le boss des elfes semble plus fort que lui, et le boss l'attaque, mais il bloque, pensant qu'il pourrait ne pas être capable de vaincre ce type même avec Igri. Il sait qu'il a besoin d'une puissance de combat plus forte pour affronter ce type, car les soldats réguliers ne seront d'aucune aide, et le boss se présente comme Baruka, demandant à Jinwo son nom, et Jinwo se présente également. Les deux croisent les lames à une vitesse jamais vue auparavant, et Baruka parvient à donner un coup de pied à Jinwo. Il adore ce combat, et un des mages de Jinwo le frappe avec un boulet de feu. Juste à ce moment-là, Kim Chul se réveille, remarquant Jinwo devant lui, et il se précipite sur lui, déterminé à l'éliminer. De l'autre côté, Baruka va bien après le sort, et il charge également Jinwo, le piégeant dans une attaque en tenaille. Jinwo invoque Igri, qui crée un écran de fumée, et il tue aussi Kim Chul. Kim Chul réalise que Jinwo a anticipé cette attaque, et Jinwo extrait son âme, faisant de lui l'un de ses sbires. L'ombre de Kim Chul attaque alors Baruka, le repoussant, et Jinwo décide de nommer son nouveau membre de l'armée Iron. Iron utilise ses compétences de tank, attirant l'aggro de Baruka sur lui, et Baruka croise ses armes avec lui, pensant qu'il est puissant, mais qu'il est lent. Pendant ce temps, les chasseurs cachés dans la forêt se demandent si c'est ainsi que les chasseurs sont censés se battre, et ils pensent qu'ils ne pourront jamais devenir chasseurs si c'est le cas. Ils espèrent qu'ils sont en train de rêver, et pendant ce temps, Baruka en a marre de se battre contre Iron, pensant qu'il n'est pas à sa hauteur, et il demande à Igri et Jinwo de le confronter en même temps. Les deux acceptent le défi, chargeant droit vers lui, et ils croisent les lames pendant un moment sans que personne ne prenne le dessus. Iron utilise ensuite à nouveau ses compétences de tank pour attirer l'attention de Baruka, et pendant que Baruka se remet d'un coup porté par lui, Jinwo parvient à lui infliger un coup en utilisant son couteau. Il remarque que Baruka a quand même réussi à éviter ses points vitaux, et Baruka se retire en lui disant qu'il le sous-estime. Jinwo mentionne qu'il est peut-être fort, mais il ne peut pas en dire autant de ses hommes, et il remarque que tous ses hommes sont morts. Baruka pense qu'il est désormais en infériorité numérique, mais il charge Jinwo, sûr que ces types ne seront pas un problème s'il le défait. Jinwo lui lance son poignard, et Baruka le prend pour un idiot d'abandonner son arme, mais Jinwo utilise sa compétence main du dirigeant pour attaquer Baruka par derrière, brisant l'un de ses poignards. Juste à ce moment-là, Iron le surprend en l'attrapant, et les mages lui lancent plusieurs sorts de boules de feu. Cependant, Baruka tient toujours bon, et Jinwo enfonce son couteau en lui, révélant qu'il utilisait sa compétence de furtivité. Baruka pense encore que ce n'est pas fini, et Iron porte le coup fatal avec son marteau. Cela défait Baruka, et Jinwo gagne 2 niveaux. Il remarque qu'Iron frappe encore Baruka bien qu'il soit mort, et il l'arrête, lui disant de ne pas aller trop loin. Il commence à s'inquiéter pour son avenir, et on remarque qu'Iron est déjà devenu un paria dans l'armée des ombres. Ensuite, Jinwo dit aux autres chasseurs que c'est fini, et le portail menant à l'extérieur apparaît. Jinwo déclare qu'il devrait partir, et tout le monde est heureux d'entendre cela, mais avant de partir, Jinwo tente de faire de Baruka un membre de son armée des ombres. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, 7 heures se sont écoulées, et ils sont surpris que la porte n'ait pas été nettoyée en une semaine. 100 minutes dit à Yuno de retourner à la guilde et de se reposer, mais Yuno décide d'attendre car des membres de sa guilde sont toujours à l'intérieur. Juste à ce moment-là, la porte réagit, et il remarque 2 ombres qui en sortent. Ce sont les 2 membres de sa guilde, et juste après eux, Jinwo et Song y sortent. La porte se ferme alors, et Yuno se demande où sont les autres chasseurs. Il découvre qu'ils sont morts, surpris que seul des chasseurs de bas niveau aient survécu, et Jinwo tente de partir avec Song Yi, cependant, Yuno l'arrête, lui demandant de parler un instant.
Jinwo est furieux et lui dit de demander à ses coéquipiers ce qu'il veut savoir, et Yuno devient furieux, lui disant que 6 membres de sa guilde sont morts et qu'il a besoin d'une explication. Jinwo ne recule pas, le fixant, et lui dit qu'il devrait d'abord le remercier, car il a sauvé 2 membres de sa guilde. Yuno se calme, pensant qu'il a raison, et remercie Jinwo, le laissant partir. Lorsque Jinwo s'en va, il demande à Ejin pourquoi Jinwo semble en colère, et elle répond qu'il a juste eu une mauvaise humeur après avoir défait le boss. Elle pense qu'il doit être épuisé, et Yuno demande à 100 minutes de s'assurer de faire entrer ce gars dans leur guilde. Ensuite, nous voyons Jinwo déposer Song-yi, et Song-yi le remercie en s'adressant à lui de manière informelle. Cela le surprend, et elle entre dans son appartement. Jinwo retourne ensuite chez lui, et en chemin, il explique qu'il n'a obtenu que le couteau de cette mission. Il révèle qu'il n'a pas pu éveiller Baruka car il y avait un écart majeur dans leurs forces, et il pense avoir travaillé toute la journée pour rien. Le lendemain matin, en se lavant chez lui, il pense que c'était la 3e fois qu'il tuait quelqu'un, et il part prendre le petit déjeuner avec Gina. Il rencontre ensuite Jino à l'extérieur de sa maison, lui disant qu'il devrait partir, et en chemin, ils prennent aussi Song-yi. Elle s'adresse à Jinwo de manière informelle à nouveau, et Jino est surpris de voir cela. Ils parlent de leur quête de l'autre jour, et Jino les comprend mal, pensant que les deux ont dû passer la nuit ensemble, puisqu'ils sont assis très proches. Il dit à Jinwo que Song-yi est encore mineur, mais Jinwo ne voit pas le problème, ce qui complique encore plus le malentendu. La scène coupe ensuite sur l'armée des ombres de Jinwo qui s'occupe des monstres dans un donjon, et Jino est surpris de voir cela, demandant à Jinwo ce qui se passe. Jinwo se souvient que c'est la première fois qu'il montre cela à Jino, et il lui dit que c'est l'une de ses compétences, et Jino se demande ce que cela signifie. Jinwo précise que c'est un peu compliqué à expliquer, et lorsque ses soldats ont fini d'exterminer les monstres, il les met au travail, minant des cristaux de mana. En voyant cela, Jino n'arrive pas à croire qu'il n'y a rien pour lui à faire ici, et ailleurs, dans un autre donjon, nous voyons des chasseurs effrayés par un autre chasseur, le prenant pour un monstre. Le chasseur essaie de leur parler, mais ils ne le comprennent pas, car il ne parle pas anglais. Ils pensent qu'il ne parle pas très bien anglais, mais il parvient tout de même à leur faire comprendre qu'il est humain et qu'il veut rentrer chez lui. La scène coupe ensuite sur Jino et Jinwo célébrant l'accomplissement de 19 quêtes comme prévu, et Jinwo demande à Jino quels sont ses projets pour la suite. Jino déclare qu'il va passer l'examen écrit à l'association pour obtenir la licence de maître de guilde. Il révèle qu'il va utiliser la licence comme un levier pour négocier avec son père, demandant à Jinwo ce qu'il va faire. Jinwo mentionne qu'il doit aller quelque part, donc Jino risque de ne pas pouvoir le contacter pendant un certain temps, et Jino pense que Jinwo dit cela parce qu'il le trouve ennuyeux et ne veut rien avoir à faire avec lui. Il déclare qu'il ne le dérangera plus si c'est le cas, et Jinwo se demande s'il est ivre. Jino lui dit alors que son frère a 10 ans de plus que lui, et qu'il ne l'aime pas vraiment. Ils n'ont même jamais passé de temps ensemble en tant que frères, et comparé à lui, Jinwo lui a sauvé la vie, et a même accepté sa demande. Il souhaite que Jinwo soit son frère aîné à la place, et Jinwo lui verse un verre de bière, portant un toast, et lui disant qu'il est son frère cadet à partir de maintenant. Jino est heureux d'entendre cela, et ils boivent tous les deux. Ailleurs, nous voyons l'homme de tout à l'heure enfermé dans une cellule de prison, et les gardes à l'extérieur discutent pour savoir s'il a été identifié. L'un d'eux mentionne que l'homme prétend être un chasseur étranger, et qu'il a été piégé dans une porte il y a 10 ans. Il s'est retrouvé dans une porte menant aux États-Unis, et les gardes pensent que c'est sans précédent. L'un d'eux demande à l'autre s'ils ont réussi à découvrir autre chose, et l'autre répond que l'homme ne parle pas bien anglais, donc c'est tout ce qu'ils ont pu découvrir. Ils mentionnent qu'ils devront faire appel à un interprète pour l'interroger, mais qu'ils ne peuvent toujours pas écarter la possibilité qu'il soit une bête humanoïde. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire de lui, et l'un d'eux révèle qu'ils ont déjà demandé l'aide d'un chasseur de rang S qui est son compatriote. Nous découvrons qu'ils ont demandé l'aide de Wang Dongso pour cela, et il est en route en ce moment. Ils pensent qu'ils pourront poursuivre leur enquête une fois que Dongso arrivera, et les gardes révèlent que ce chasseur s'appelle Sung Ilwo. Ailleurs, nous voyons Jinwo quitter sa maison, disant à sa sœur qu'il part en voyage et qu'il ne reviendra pas avant une semaine. Jina pense qu'il a été occupé ces derniers temps puisqu'il vient juste de revenir du travail, et il lui dit qu'il a beaucoup de choses à faire. Jina lui demande taquinement avec qui il part, et il lui répond que c'est juste un ami, mais elle pense qu'il s'est trouvé une petite amie, se moquant de lui alors qu'il part. Plus tard, nous voyons Jinwo dans l'instance du donjon dans lequel il est allé plus tôt, et il pense qu'au moment où il a affronté le Cerbère, son niveau était autour de 20, mais maintenant il a triplé, donc il devrait être capable de faire face à tout ce qui se présente à lui. Il ouvre la porte du château démoniaque, et il reçoit une quête en y entrant. Il découvre que ce château démoniaque est infesté de démons, et qu'il devra collecter 10 000 âmes de démons dans le cadre de la quête. En entrant au premier étage du donjon,
il trouve une multitude de démons, et il pense que peu importe combien de ces monstres ils lui enverront, car il est là pour l'élixir de vie, et il ne repartira pas sans. Il se prépare à se battre, et la scène change pour Jin demandant à son père de lui remettre la guilde qu'il va créer, en lui montrant sa licence de maître de guilde. Son père est surpris qu'il fasse cette demande alors qu'il connaît les projets de son frère, et Jin mentionne qu'il serait trop risqué qu'un étranger devienne le maître de la guilde. Son père change de sujet, parlant de Sung Jinwo, et il mentionne qu'il a entendu ce nom dans certaines des récentes raids intéressantes. Cela a commencé avec le double donjon, puis il y a eu l'affaire avec Wang Dong-suk. Ensuite, il y a eu l'incident du département de supervision tuant des prisonniers, et dans tous ces incidents, Jinwo est sorti indemne. Il a également participé à tous les raids que Jinwo a organisés, et dans l'incident de la Porte Rouge impliquant la guilde White Tiger il y a quelques jours, on dit que c'est Jinwo qui a été responsable de sauver les survivants. Son père est sûr que Jinwo a obtenu cette licence grâce à l'aide de ce gars, et il est surpris qu'il veuille toujours qu'il lui remette la guilde. Jinwo agit avec audace, demandant à son père de lui remettre la guilde, et à sa grande surprise, son père accepte de lui laisser une chance, mais seulement s'il parvient à faire en sorte que Jinwo rejoigne sa guilde avant que la guilde White Tiger ne l'attire. Pendant ce temps, dans le château démoniaque, nous voyons que Jinwo a défait tous les démons autour de lui, mais il est incapable de les transformer en soldats de l'ombre pour une raison quelconque. Il pense que c'est dommage, car il y a beaucoup de démons ici, et il acquiert un objet appelé permis d'entrée qui lui donne accès au deuxième étage du donjon. Il découvre qu'il devra se rendre au cercle magique pour utiliser cet objet, et il pense que ce serait un casse-tête de marcher jusqu'à là-bas, alors il invoque son boss, l'ours glacé de l'ombre, pour se donner un coup de pouce. Alors qu'il tente de partir, quelques démons bloquent son chemin, mais l'ours glacé fonce à travers eux, les détruisant sur son passage. En voyant cela, Jinwo décide d'appeler l'ours tank, et la scène coupe ensuite dans une salle de sport de la guilde des chasseurs. Nous voyons Shine sortir de la piscine après avoir nagé pendant un moment, et les gens autour sont captivés par sa beauté. Ain semble perdue dans ses pensées, et elle se souvient qu'un peu plus tôt, elle avait demandé au maître de guilde Choi pourquoi il essaie de garder l'information sur ses fourmis et les secrets du public, en ne la révélant qu'à un petit nombre de personnes. Choi lui a répondu que ce sont les ordres qu'il a reçus de l'association, et qu'il croit que divulguer cette information maintenant causerait juste une panique inutile. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, en lui informant qu'ils doivent d'abord renforcer leurs forces, et devenir la plus grande guilde du pays pour lutter contre cette menace. Pendant ce temps dans le château démoniaque, nous voyons Jinwo vaincre encore quelques démons, et il pense qu'il s'attendait à ce que ce donjon soit plus difficile lorsqu'il a reçu sa clé, mais les démons ici semblent tous être de remblai. Il obtient un autre permis d'entrée, se dirige vers le 7e étage, et il tue les démons là-bas aussi, pensant que le nombre est tout ce qu'on sait bête. Il réalise qu'il suffit qu'il se concentre sur l'élimination des bêtes avec les parchemins de permis pour qu'il puisse monter facilement, et pendant qu'il combat, sa compétence main du souverain monte en niveau. Il prend ensuite une pause pour manger et pense que cette tour doit avoir environ 100 étages. Il reprend le combat, se demandant à quel point il deviendra fort une fois qu'il aura traversé tous les étages, et il continue de collecter les âmes des démons alors qu'il avance dans le donjon. Il fait une autre pause pour manger et réalise que ses provisions ne vont pas durer longtemps s'il continue ainsi. Il décide d'accélérer les choses, passant d'un étage à l'autre, et après une longue série de combats, il parvient enfin à collecter 10 000 âmes de démons. Il a grimpé jusqu'au 50e étage et se retrouve face à une armée de démons, dirigée par le seigneur des étages inférieurs, nommé Vulcan Lavar, et son nom est en rouge, ce qui signifie qu'il est une menace. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, nous voyons 100 minutes assis dans sa voiture garée devant l'appartement de Jinwo, et son associé arrive, lui disant que Jinwo n'est pas là en ce moment. Selon sa sœur, il est parti en voyage, et même elle ne sait pas où il est allé. Elle pense qu'ils sont venus jusqu'ici pour rien, et 100 minutes pense qu'il n'y a aucune trace de lui ayant franchi la frontière, donc il doit encore être dans ce pays, mais il n'a pas pris de mission de raid récemment. Il se souvient que son dernier emplacement connu était le centre de la zone urbaine, et la dame lui demande comment il sait cela. Il mentionne que c'est simplement une partie de son travail, et se demande où Jinwo pourrait bien être en ce moment. De retour dans le château démoniaque, Jinwo dit à son armée d'ombre de combattre les sbires et de laisser le boss pour lui. L'armée d'ombre et les sbires s'engagent dans un combat avec Ygritte qui traverse les monstres avec facilité. Jinwo pense qu'en augmentant son intelligence, sa capacité et son efficacité en mana ont augmenté, et maintenant il peut utiliser son armée d'ombre plus efficacement. Il se demande combien de temps le boss va encore rester là, pensant qu'il devra prendre l'initiative s'il ne bouge pas, mais juste à ce moment-là, le boss fait un mouvement rapide, attaquant son armée. Jinwo est énervé et le frappe loin, et même lui est surpris par la puissance de son coup, pensant qu'il a peut-être trop mis de points dans sa force.
Le boss utilise la même compétence que Cerberus pour augmenter sa puissance, et il charge Jinwo pour l'attaquer, mais Jinwo emprunte le bouclier d'Iron pour se défendre. Le boss continue d'enchaîner les coups, mais son bouclier ne cède pas, et Jinwo saute sur le boss pour l'attaquer lorsqu'il voit une ouverture. Cependant, le boss attaque aussi, et il réussit à peine à esquiver grâce à sa main du souverain montée en niveau. Jinwo réalise que ce monstre peut lire ses mouvements, et il s'enfuit, pensant qu'il doit d'abord restreindre ses mouvements. Il se demande comment faire, et il remarque un bâtiment détruit devant lui, y grimpant. Le monstre ne peut pas le poursuivre, et il le découpe en morceaux. Après avoir vaincu le monstre, il obtient un fragment de l'arbre du monde en tant que butin, et ailleurs, nous voyons que Dongso est arrivé pour enquêter sur Iluan. Il mentionne que c'est la première fois qu'il voit une bête magique humanoïde, et Iluan précise qu'il est humain. Dongso lui demande de se taire et de ne parler que lorsqu'il a des questions pour lui, mais Iluan refuse de se taire, demandant à Dongso combien les humains savent sur les portails et les bêtes magiques. Dongso n'est pas sûr de ce qu'il veut dire, et il mentionne que les portails de donjons et les bêtes magiques ne sont que des présages, et que la pire force catastrophique vient enfin de se réveiller. Dongso se demande de quoi il parle, et Iluan dit qu'il ne peut que dire que c'est la pire catastrophe jamais vue. Son objectif est d'empêcher cette catastrophe de se produire, et Dongso pense qu'il raconte n'importe quoi, lui demandant s'il est conscient du nombre de chasseurs dans ce monde. Iluan lui dit que parmi ce grand nombre, certains seront impuissants face à cette force, et qu'ils seront seulement dévorés. Tandis qu'il continue de parler, Dongso examine son dossier, et il remarque qu'Iluan a aussi 2 enfants et une femme. Il lui demande s'il se souvient du nom de son fils, et Iluan révèle qu'il s'appelle Jinwo. En entendant ce nom, Dongso dégage une aura meurtrière et dit à Iluan que son fils est déjà mort. Il canalise son énergie, lui disant qu'il va le retrouver en enfer, et Iluan libère également sa puissance. Pendant ce temps, dans le château démoniaque, nous voyons Jinwo combattre un autre monstre boss au 75e étage, et on remarque que ce combat est assez déséquilibré. Il se dirige directement vers le boss et le vainc d'un seul coup. Cela lui permet de monter en niveau, et de retour dans la prison américaine, nous voyons le bâtiment où se trouvaient Dongso et Iluan qui a été détruit. Les gardes parlent de la façon dont c'est la première fois qu'ils voient un combat entre des héros de rang S, et ils sont heureux que l'autre gars ait vaincu Dongso rapidement, sinon la destruction aurait été catastrophique. De retour dans le château démoniaque, Jinwo finit par manquer de nourriture, et il pense que c'est aussi loin qu'il peut aller cette fois. Il suppose que puisqu'il est actuellement au 75e étage, il doit encore y avoir 25 étages à parcourir, et il vérifie ses objets de butin, comptant que le voyage ait en valé la peine. Il porte le collier qu'il a obtenu du boss tout à l'heure, et les boucles d'oreilles qu'il a obtenues du boss plus tôt, et il remarque qu'après avoir combiné les deux comme son armure, toutes ses statistiques ont été améliorées de 5 points. Il pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est la fenêtre d'équipement de ces objets, car elle montre qu'il a besoin d'un autre objet pour compléter l'ensemble. Il est sûr qu'il doit y avoir un autre monstre de niveau boss ici, et il montre qu'il a aussi obtenu un ver avare. Il explique que cela ne lui sert à rien, mais s'il le donne à ses soldats magiques, leur puissance sera doublée. Il révèle aussi qu'il a obtenu la boîte à butin aléatoire maudite dans la quête des 10 000 âmes de démons, et il ouvre la boîte, trouvant une autre clé à l'intérieur. Il remarque qu'il n'y a pas d'informations disponibles sur la clé, et qu'elle sera accessible une fois qu'il aura rempli les conditions. Jinwo pense que ces récompenses sont excellentes, mais qu'elles ne sont pas ce qu'il est venu chercher, et il revient au sujet principal, révélant qu'il a maintenant le fragment de l'arbre du monde, et l'eau de la forêt de l'écho. Il mentionne qu'il a déjà 2 des 3 matériaux dont il a besoin pour l'élixir de vie, et qu'il lui manque juste un autre objet pour pouvoir sauver sa mère, décidant de l'obtenir la prochaine fois qu'il viendra ici. Ensuite, Jinwo sort du donjon d'instance, et il pense qu'il lui manque juste le sang purifié du roi démon. Il sait qu'il doit être totalement préparé pour obtenir cette chose, et il remarque que son niveau a considérablement augmenté après son récent voyage. Cependant, il est toujours classé E, et même s'il peut continuer à monter en niveau, il ne pourra pas participer à des missions de raid de haut niveau en tant que chasseur de rang E. Il réalise qu'il est temps pour lui d'abandonner cette façade et de montrer au monde qui il est vraiment en demandant une réévaluation de son rang. Le lendemain, Jinwo va faire réévaluer son rang, et nous voyons que KCHUL, le bras droit de 100 minutes, est aussi là pour observer les chasseurs. Il observe les chasseurs, devinant quel rang ils vont obtenir, et il remarque que Jinwo est parmi eux. Il passe rapidement un appel à Yuno, l'informant que le chasseur Jinwo est venu pour faire réévaluer son rang, et Yuno quitte ce qu'il est en train de faire pour se rendre immédiatement au centre d'évaluation. Pendant ce temps, Jinwo attend pour sa réévaluation, et il remarque que son voisin dit à l'un des chasseurs inquiets de ne pas être nerveux, car le test est simple. L'homme inquiet lui révèle son problème, il doit gagner de l'argent en devenant chasseur ou sa femme et sa fille vont le quitter. L'autre homme lui dit de ne pas trop s'inquiéter,
car tant qu'il a un rang supérieur à eux, il peut facilement gagner sa vie, et il lui montre les recruteurs qui vont faire une offre à toute personne au-dessus du rang E. En entendant cela, Jinwo pense que c'est ainsi que les chasseurs de rang ont toujours vécu, et il est appelé à entrer pour son test. L'examinateur remarque qu'il est là pour une réévaluation, pensant qu'il doit connaître la procédure, et elle lui demande de poser sa main sur le cristal noir et d'attendre. Jinwo fait ce qu'on lui dit, mais l'examinateur semble préoccupé, remarquant qu'il y a une erreur dans la machine. Elle lui demande de réessayer, et le même problème se reproduit. Elle tente encore et encore, mais rien ne change, et le supérieur de l'examinateur arrive, lui demandant si quelque chose ne va pas. Elle lui informe que quelque chose ne va pas avec la machine, car elle affiche une erreur à chaque fois, et il pense que cela ne peut pas être possible. Il effectue lui-même le test. La même erreur apparaît encore, et il lui dit que ce n'est pas une défaillance mécanique, cela indique l'incapacité de la machine à évaluer le pouvoir magique de Jinwo. Il explique que le pouvoir de Jinwo dépasse la limite de la machine, et la fille réalise que Jinwo est le 10e chasseur de rang S de ce pays. Pendant ce temps, à l'extérieur du centre d'évaluation, Choi demande à Jinchul comment se déroule la recherche sur les fourmis ailées, et Jinchul lui dit que le département d'investigation a réalisé une autopsie et qu'il compare l'échantillon actuel avec ceux du passé. Ils auront encore besoin de temps pour parvenir à une conclusion, et Choi comprend, changeant de sujet et lui parlant récemment de l'incident de la Porte Rouge. Il mentionne que la guilde du Tigre Blanc a permis à un non-membre de participer au raid, et même de tuer le boss. Il demande à Jinchul qui est ce gars, mais Jinchul lui répond qu'il n'en a aucune idée, révélant qu'il était présent lors du raid, mais qu'il est parti avant qu'il ne se termine. Choi est déçu d'entendre cela, et il remarque une agitation à l'intérieur. Ils décident tous deux d'aller voir, et à l'intérieur du centre, tout le monde est surpris de découvrir qu'ils n'ont pas pu évaluer le pouvoir de Jinwo. Ils pensent que c'est la première fois qu'ils voient quelque chose comme ça en personne, et l'examinateur demande à Jinwo de revenir dans 3 jours pour une nouvelle évaluation, car une machine ordinaire ne pourra pas déterminer sa puissance. Ki-Se-Huel observe Jinwo de loin, pensant que c'est exactement ce à quoi 100 minutes s'attendait, et il sait qu'il lui suffit d'engager la conversation maintenant. Juste à ce moment-là, Choi et Jinchul entrent dans le bâtiment, et Jinwo le reconnaît comme étant le mage de feu le plus puissant, appelé le chasseur ultime. Choi remarque l'aura de Jinwo, réalisant qu'il est celui derrière l'agitation, et Jinwo se dirige vers lui. Il essaie d'engager la conversation pour l'inviter à rejoindre sa guilde, mais Jinwo passe devant lui sans s'arrêter. Tout le monde est surpris de voir cela, et Choi se demande ce qui vient de se passer, demandant à Jinchul s'il a oublié de se présenter, mais Jinchul lui répond que oui, pourtant, Jinwo est passé devant lui malgré cela. Il remarque ensuite que Jinwo a disparu, et il pense qu'il doit être un type assassin. Juste après, Yuno entre dans le centre, et voyant qu'il est arrivé ici le plus tôt possible, Choi réalise que Jinwo est le chasseur qui a réussi à passer la Porte Rouge, et il est sûr que Jinwo mérite bien un tel exploit. Il quitte ensuite le centre, et Yuno est stupéfait de le voir, pensant qu'il est la dernière personne qu'il voulait voir découvrir cela. La nuit, nous voyons Jinwo assis à côté de sa mère, et il lui dit de l'attendre un peu plus longtemps. En sortant de la pièce, il rencontre Jinchul, qui lui dit que Jinwo lui a prouvé qu'il avait tort. Il mentionne que le travail de leur équipe de surveillance est de surveiller les chasseurs et de punir ceux qui enfreignent la loi. Il était confiant dans sa capacité à juger les gens, mais Jinwo lui a prouvé qu'il avait tort. Alors que Jinwo s'apprête à partir, il lui demande s'il est lui-même un objet de surveillance, et Jinchul lui répond qu'il ne le surveille pas en tant que criminel. Il mentionne que la division de surveillance est la seule capable de contrôler les chasseurs, mais les chasseurs de rang S sont même au-delà de leur contrôle. Jinwo continue de se diriger vers la sortie, et Jinchul l'arrête en lui disant que quelqu'un veut le rencontrer. Gun entre alors en scène, se présentant comme le président de l'association des chasseurs, et il s'assoit pour une discussion tranquille. Tout d'abord, Gun félicite Jinwo d'être devenu un chasseur de rang S, et Jinwo est confus, mais Gun lui dit que la réévaluation n'est qu'une formalité, et que dès le moment où la machine n'a pas pu déterminer sa puissance, il est devenu un chasseur de rang S. Jinwo se demande pourquoi la réévaluation a été arrangée dans ce cas, et Gun lui explique que c'était une période de grâce afin que l'association puisse avoir une chance de le rencontrer avant tout le monde. Il explique que l'association des chasseurs compte un grand nombre de chasseurs, mais que les grands chasseurs sont peu nombreux, et que la plupart d'entre eux cherchent à rejoindre des guildes pour obtenir de la renommée et de l'argent. Il affirme que Jinchul est l'un des meilleurs experts de l'association, mais qu'il est seulement classé A, et qu'ils ont besoin de quelqu'un de plus fort. Il demande à Jinwo de les rejoindre, lui disant qu'il arrangera pour lui le poste le plus important de l'association. Il explique que le gouvernement ne contrôle plus ce pays, ce sont les chasseurs qui le font, et au centre de tout cela se trouvent les 5 guildes majeures. Ces géants peinent à maintenir un équilibre, et si Jinwo rejoint l'une d'elles, cet équilibre sera perturbé. Par conséquent,
il lui demande de rejoindre l'association et d'en faire la 6e grande puissance, afin qu'il puisse contrôler les guildes. Il se demande ce que Jinwo en pense, et Jinwo réfléchit sérieusement à l'offre, pensant que cela pourrait être une bonne occasion pour lui. Il remarque que Gunne est un chasseur fort et qu'il est le premier chasseur de rang S de ce pays, possédant une puissance écrasante et un physique qui ne montre pas qu'il a plus de 80 ans. Il pense que bien qu'il ait pris du recul des lignes de front, il est toujours aussi fort que lui. Il sait que sa vie va changer pour le mieux s'il accepte cette invitation, mais il refuse toujours, et Gunne pense qu'il a choisi l'argent comme tout le monde, mais Jinwo lui dit qu'il aspire à la bataille. Il mentionne que le donjon est l'endroit où il appartient, et en entendant ces paroles, le vieux cœur de Gunne commence à battre plus vite. Il pense que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti cela, et s'il avait 10 ans de moins, il aurait adoré se battre aux côtés de cet homme. Il décide de ne pas forcer Jinwo davantage, et Jinwo prend congé. Gunne déclare alors qu'il a été déçu lorsqu'il a découvert que même les soigneurs de rang S ne pouvaient pas inverser l'âge, et il demande à Jinchul d'annuler tous ses rendez-vous pour la journée, car il ne veut pas être dérangé en ce moment. Pendant ce temps, Jinwo pense qu'il doit devenir plus fort dès que possible pour guérir sa mère, et il mentionne qu'il n'a pas le luxe de rester inactif. Au retour en Amérique, nous voyons Dongso dans un lit d'hôpital, et il retrouve enfin conscience. Le directeur adjoint vient à sa rencontre et lui pose une question. Il demande à Jinwo si Ilwang est vraiment une bête magique, et Dongso lui répond que ce qu'il a vu n'était certainement pas la puissance d'un humain, il doit donc s'agir d'une bête magique. Le directeur adjoint comprend, essaie de partir, mais Dongso lui demande ce qu'il compte faire à propos de cet homme. Il mentionne que l'administration est en train de le traquer, mais qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir l'attraper, étant donné qu'il a défait Dongso. Il s'en va, et Dongso se souvient qu'après qu'Ilwang l'ait défait, il lui a demandé de s'éloigner de sa famille, sinon il ne le laissera pas tranquille, même en enfer. Dongso bouillonne de colère rien qu'en repensant à ce moment-là, et il se dit qu'il va avoir besoin d'un artefact puissant pour vaincre ce type. On explique que les artefacts sont des reliques faites par l'homme, et dans le monde des chasseurs, cela fait référence à des équipements de haut niveau que même les artisans les plus qualifiés ont du mal à créer. Nous voyons Jinwo parcourir des artefacts sur un site d'enchères en ligne, mais il ne trouve rien de bon. Tout est également très cher, et il pense qu'il veut être entièrement préparé avant de s'attaquer au château démoniaque. Il ne trouve rien dans le magasin qui attire son attention, et il vérifie sa sphère d'avidité qui peut doubler les dégâts causés par la magie. Il pense qu'il existe de nombreux objets sur le marché qui peuvent augmenter les dégâts magiques de 20 à 30%, mais aucun ne peut les doubler complètement. Il pense que cela se vendra à un prix élevé s'il décide de le vendre, mais il y aura certainement des questions sur son origine, étant donné qu'il est un chasseur de rang 1. Il pense qu'il aurait pu utiliser un enregistrement d'une mission de raid de rang A s'il en avait un, mais il ne peut même pas participer à ces raids en tant que chasseur de rang 1. Juste à ce moment-là, il tombe sur une offre d'emploi de la guilde des chasseurs qui est publiée en ligne. Il cherche à recruter des mineurs pour leur expédition à grande échelle, sans exigence de rang. Pendant ce temps, nous voyons Gunne examiner les dossiers de Jinwo, et il remarque que Jinwo semble complètement différent de ce qu'il était il y a 4 mois. Il se demande s'il s'agit réellement d'un faussement classé, mais Jinchul lui dit que ce n'est pas le cas, car il a été blessé plusieurs fois en explorant des donjons de bas niveau. Il révèle que Jinwo est devenu chasseur pour récolter des fonds pour sa mère malade et payer les frais de scolarité de sa sœur. Gunne est surpris par son dévouement envers sa famille, et Jinchul lui dit que Jinwo vient juste de rejoindre la mission de raid de la guilde des chasseurs. Gunne est déçu par cela, pensant qu'il n'a peut-être pas pu résister au bonus d'inscription, mais Jinchul lui dit qu'il a en réalité rejoint l'équipe de mineurs, et Gunne ne comprend vraiment pas ce qu'il pense. Pendant ce temps, nous voyons Jinwo à l'emplacement du portail, et il est accepté comme mineur en raison de sa force puisqu'il est un chasseur de type combat. Jinwo explique ensuite que pour les portails à grande échelle comme ceux de rang A, un grand nombre de personnes sont nécessaires. Tout d'abord, il y a des équipes d'assaut qui combattent les monstres, l'équipe de mineurs pour extraire les pierres de mana, et l'équipe de récupération pour collecter les cadavres de monstres. Il mentionne que comme beaucoup de personnes sont mobilisées, la récompense est également énorme, et pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, nous voyons le maître de la guilde Choi combattre les monstres seuls. Il les incinère avec sa magie du feu, et les temples protègent ainsi que le reste de l'équipe des dégâts du haut-flamme de Choi. Nous voyons que les monstres ont été grillés, et Choi avance pour chasser le reste des monstres. Un peu plus tard, l'équipe d'assaut sort du donjon, et Jinwo pense qu'ils doivent avoir vaincu tous les monstres sauf le boss, afin que le portail ne se ferme pas. Il pense que Choi doit être vraiment fort, car il a réussi à mener tout le monde hors d'un portail de rang A sans problème. Les mineurs parlent ensuite du second du chef de la guilde des chasseurs qui sort du portail, et nous voyons que c'est Shaheen. Jinwo observe son aura, remarquant qu'elle est forte, et pendant un moment, elle parvient à percevoir une aura forte également, mais cela disparaît rapidement, et elle se demande si ce n'était que son imagination.
Jinhua pense qu'elle est plus perspicace qu'il ne l'avait imaginé, et décide de se mettre au travail. Les mineurs entrent dans le portail, et nous les voyons extraire les pierres de mana. Plus que les pierres, Jinhua est intéressé par le boss de rang A, pensant qu'il aimerait le voir au moins une fois. Il entend alors ses camarades mineurs parler de ses qualifications de rang E dans son dos, et il pense que c'est pareil partout. Il l'ignore et se met au travail, et voyant ses muscles, tout le monde se demande s'il est vraiment de rang E. Il pense qu'il est vraiment fort, et après avoir miné pendant un certain temps, c'est l'heure du déjeuner. Jinhua continue de miner, et le chef des mineurs l'invitait à déjeuner, mais il refuse en lui disant qu'il se reposera seulement lorsqu'il aura fini de miner cette zone. Le chef et les autres quittent le donjon, et Jinhua a un air rusé sur le visage, pensant que c'est sa chance de voir le boss. Il court vers la salle du boss, et y arrive en pensant que le boss ici doit être plus fort que tous ceux qu'il a affrontés jusqu'à présent. Il sait qu'il ne devrait pas combattre le boss, car cela serait une grande perte pour la guilde des chasseurs, mais il ne peut pas réprimer ses envies et invoque son poignard, prêt à entrer. Cependant, il est stoppé par Sha'in, qui lui demande ce qu'il fait ici. Jinhua pense que c'était imprudent de sa part, et il dit à Sha'in qu'il s'est juste perdu et qu'il est arrivé ici. Elle lui demande s'il fait partie de l'équipe de minage, et lui informe que c'est la salle du boss, lui disant de reculer. Jinhua pense que Sha'in mérite vraiment sa réputation, car il ne l'a même pas entendu arriver jusqu'à ce qu'elle parle. Ain observe ensuite que le poignard qu'elle avait remarqué auparavant dans la main de Jinhua a disparu, se demandant si elle ne l'avait pas simplement imaginé. Jinhua s'excuse de s'être égaré, et elle lui dit de sortir immédiatement, ou il risque d'agiter le boss. Jinhua essaie de partir, et alors qu'il passe près de Ain, elle remarque quelque chose de particulier, lui demandant de s'arrêter. Il le fait, et elle prend une bouffée de son odeur, surprise de constater qu'il ne sent pas mauvais. Elle lui demande s'il est vraiment un chasseur, et découvre qu'il l'est, et qu'il est classé E. Il se demande s'il y a un problème, mais elle mentionne que ce n'est rien, lui demandant de faire attention en sortant. Alors qu'il se tourne pour partir, elle se demande s'il ne sent pas mauvais à cause de son faible rang, et pense qu'il sent plutôt bon. Plus tard, nous voyons Jinhua se rendre dans le donjon après sa pause, et ses compagnons de minage sont jaloux qu'il ait rencontré Sha'in lorsqu'il s'est perdu. Ils mentionnent qu'ils ne peuvent l'admirer que de loin, et expliquent qu'elle patrouille toujours dans la zone pour les protéger du boss, sacrifiant son propre temps de repos. Jinhua réalise que c'est pour cela qu'elle était près de la salle du boss, et le chef des mineurs dit à Jinhua qu'elle se sent un peu mal à l'aise à cause de l'odeur des autres chasseurs. Les mineurs expliquent que c'est en raison de sa constitution corporelle unique, et c'est pour cela qu'elle couvre toujours son nez avec un mouchoir. Jinhua pense que sa réaction envers lui était assez différente, et se demande si cela signifie qu'il n'a pas l'odeur d'un chasseur. Il se souvient que le boss du portail rouge a dit quelque chose de similaire, et il pense que cela doit être parce qu'il est un joueur. Il se demande ce que cela signifie réellement d'être un joueur, mais il n'a aucune idée. Plus tard, nous le voyons être payé après la fin du travail de minage, et le chef des mineurs le remercie car ils ont terminé tôt grâce à lui. Les mineurs lui disent qu'il a un talent pour cela, et le chef mentionne aussi qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui depuis qu'il est dans ce domaine. Il lui demande s'il serait intéressé de travailler pour lui à partir de maintenant, lui disant qu'il serait rémunéré de manière équitable, mais Jinhua mentionne que c'est juste une situation ponctuelle pour lui. Le chef pense que c'est dommage, mais il demande quand même à Jinhua de les aider encore une journée, expliquant que demain ils ont des missions classées A et C consécutives. Jinhua pense que son test de réévaluation est après-demain, et qu'il a maîtrisé le processus de raid aujourd'hui. Cependant, il est surpris que la guilde des chasseurs ait des missions de raid consécutives, et qu'ils vont s'occuper de 2 missions demain. Le chef lui informe que la deuxième équipe d'assaut s'occupera des missions demain, et Jinhua est stupéfait. Le chef lui dit que la plus grande force de la guilde des chasseurs est qu'ils ont 2 équipes d'assaut capables de faire des raids dans des portails de rang A, et aucune autre guilde dans le pays n'est capable de cela. Jinhua accepte de revenir demain après avoir appris cela, et le chef est heureux de l'entendre, lui disant qu'il parlera à son supérieur pour doubler son salaire. Jinhua lui dit de ne pas s'en faire, mais le chef insiste. Le soir, nous voyons Sha'in demander à quelqu'un d'enquêter sur Sung Jinhua de l'équipe de minage, et elle découvre que cette personne connaît déjà Jinhua. Il lui explique que Choi lui a demandé la même chose l'autre jour, mais qu'il ne peut rien lui dire, car toutes les informations le concernant ont été scellées par l'association des chasseurs. Il pense que c'est étrange, car il n'a jamais vu l'association sceller les informations de quelqu'un qui n'est pas un chasseur de haut niveau, et Ain raccroche. Elle s'allonge sur son lit, se demandant ce que tout cela pourrait signifier, et pense qu'elle a rencontré de nombreux chasseurs jusqu'à maintenant, mais que c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui sent bon. Le lendemain, nous voyons Jinhua arriver sur le site du portail, et tout le monde l'accueille à bras ouverts. Cela rappelle à Jinhua ses premières journées de chasse, ce qui fait sourire son visage. Il décide de commencer avec le portail de rang C pour aujourd'hui, et nous voyons Jinhua miner les pierres de mana comme un excavateur humain.
Après avoir terminé le travail, il mange avec les autres, et le chef le complimente pour tout son travail, lui disant qu'ils ont pu finir tôt et avoir cette pause déjeuner grâce à lui. Il se demande si Jinwoo ne veut vraiment pas travailler avec eux, lui offrant de le payer 5 fois plus, mais Jinwoo refuse l'offre. Ensuite, le capitaine de la deuxième équipe d'assaut, nommé Song Ki-hoon, vient là, demandant à emprunter quelqu'un de l'équipe de minage, car leur porteur ne pouvait pas venir aujourd'hui. Le chef mentionne que l'équipe de récupération serait mieux pour transporter des choses, et Ki-hoon lui dit qu'ils ont déjà dit qu'ils étaient en sous-effectif. Le chef ne semble pas satisfait de cela, et Ki-hoon propose de leur donner une prime de risque s'ils les accompagnent dans le donjon, mais le chef lui dit que les chasseurs de bas rang comme eux ne peuvent pas porter dans les donjons de rang A. Il est sûr qu'offrir de l'argent ne changera pas cela, mais Ki-hoon demande une dernière fois si quelqu'un est intéressé, et Jinwoo lève la main. Le chef tente de le dissuader, mais Jinwoo lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est assez audacieux. Ils essaient toujours de l'arrêter, lui disant à Ki-hoon qu'il est nouveau ici et qu'il ne comprend pas dans quoi il s'engage, mais Ki-hoon demande juste son rang. En apprenant qu'il est classé E, il n'a aucun problème à l'emmener avec eux. Il se dirige ensuite vers le portail, et Jinwoo remarque que ce portail est plus grand que celui d'hier. Ki-hoon mentionne qu'il pourrait être plus grand, mais que sa puissance magique n'est pas aussi forte que celle du portail d'hier, lui assurant qu'il n'est pas dangereux, sinon la deuxième équipe ne serait pas ici. Jinwoo remarque qu'il y a 6 chasseurs de rang A et 3 chasseurs de rang B dans cette équipe, et cela mérite d'être appelé une équipe d'assaut même en l'absence d'un chasseur de rang S s'ils entrent ensuite dans le portail, et Jinwoo pense que la puissance magique ici est sûrement inférieure à celle de l'autre jour, mais il ressent quelque chose de sinistre, semblable au portail rouge. Le soigneur de l'équipe lui dit de ne pas être nerveux, car tous les chasseurs ici sont vraiment forts, et rien ne lui arrivera tant qu'il restera avec eux. Ki-hoon pense qu'après avoir terminé cette mission de raid, il sera officiellement nommé capitaine de cette équipe, et il croit qu'il peut le faire, même s'il n'est pas aussi fort que leur capitaine et vice-capitaine. C'est alors qu'ils perçoivent des monstres devant eux, et se préparent immédiatement sans aucune instruction. Ils sont attaqués par des chacals de donjon, mais ils sont trop faibles, et ils réussissent à les éliminer en quelques secondes. Ils sont surpris de voir des chacals de donjon ici, et Jinwoo se demande s'ils sont rares. Le soigneur lui dit qu'ils sont des monstres de rang C, et c'est étrange de les voir dans un donjon de rang A, car des monstres aussi faibles sont généralement dévorés par les monstres plus forts. Jinwoo remarque qu'ils ont des colliers autour du cou, révélant que ces chacals étaient élevés comme des chiens de chasse par quelqu'un. Juste à ce moment, d'autres monstres s'approchent d'eux, et ils remarquent qu'il s'agit d'une armée de Hozor. L'un d'eux les attaque en lançant une lance, et Ki-hoon parvient à peine à bloquer l'attaque. Il charge contre lui, et le tank utilise son skill de provocation, mais c'est inefficace, et les monstres ciblent les personnes à l'arrière. Cependant, l'un d'eux réussit à les repousser, mais les monstres ne subissent aucun dommage, car ils ont une forte résistance à la magie. Le mage de l'équipe lit le monstre, mais elle n'arrive pas à le retenir car il est trop fort, et le mage de feu invoque 2 soldats de feu pour l'assister. Les soldats de feu combattent les ors, et pendant ce temps, nous voyons les autres combattre également. Les ors parviennent à blesser l'artiste martial de l'équipe, et ils demandent au soigneur de la soigner, mais elle est déjà occupée à soigner le tank. Ki-hoon pense qu'ils sont vraiment en infériorité numérique ici, pensant que cela pourrait être la fin pour eux, et les ors réussissent à couper le bras de l'un des chasseurs. Ki-hoon espère que personne ne mourra ici, et le soigneur guérit le chasseur qui vient de perdre un bras, régénérant entièrement son bras, tandis que le mage à lunettes retient les ors. Juste à ce moment, un ORC apparaît derrière le soigneur, et elle accepte sa mort imminente, mais Jinwoo tue l'ORC en utilisant la main du souverain, lui arrachant la colonne vertébrale. Le soigneur se demande ce qui vient de se passer, et Jinwoo utilise son skill de furtivité pour aider les autres chasseurs, attaquant les ors pour les affaiblir sans être remarqués. Les chasseurs sont surpris de voir les ors s'affaiblir tout à coup, mais ils profitent de la situation, lançant une offensive à grande échelle, et tuant les ors un par un. Jinwoo pense qu'il ne veut vraiment pas se faire remarquer comme un étranger ici, mais il refuse de laisser des gens mourir sous sa surveillance, et il continue à affaiblir les monstres en secret. Les autres chasseurs réussissent à gérer le reste, et ils éliminent bientôt tous les ors. Ki-hoon demande alors à tout le monde s'ils vont bien, et il est heureux de constater que c'est le cas. Le soigneur lui dit que quelque chose de bizarre s'est passé pendant le combat, et Ki-hoon mentionne qu'il a aussi ressenti les monstres devenir beaucoup plus faibles tout à coup. Il demande aux mages s'ils ont fait cela, mais ils mentionnent qu'ils ne l'ont pas fait, et cela ne devrait pas être possible sans un chasseur de type assassin. Ils décident de ne pas trop y penser, puisque de toute façon, ils ont gagné, et ils supposent qu'ils ont juste eu de la chance. Pendant ce temps, le mage à lunettes de l'équipe pense que leur porteur a vraiment sous-estimé leur équipe, révélant qu'il aurait dû s'attendre à ce que son skill de furtivité soit détecté puisqu'ils ont un lanceur de magie dans l'équipe. Elle décide de ne pas dévoiler cela, pensant qu'il doit avoir ses raisons, et elle lui doit bien ça puisqu'il les a aidés à survivre. Les chasseurs demandent alors à leur capitaine s'ils doivent continuer ou se replier, révélant que pour attaquer un donjon comme celui-ci,
ils ont besoin d'au moins 2 guérisseurs de plus et de 3 mages de plus. Il suggère fortement de se replier, et le leader prend un peu de temps pour y réfléchir. Jinhua pense qu'il peut comprendre pourquoi il ne se replie pas d'un donjon, mais il espère que le leader prendra la bonne décision. Le leader décide de se retirer, et tout le monde est content d'entendre cela. Ils arrivent au portail menant à l'extérieur, mais ils remarquent que le portail a été scellé par une barrière. Ils se rappellent que cela n'était pas là lorsqu'ils sont entrés dans le donjon, et les mages s'avancent pour enlever la barrière, heureux d'avoir choisi de se replier, car ce donjon a une entité capable d'une magie de si haut niveau. Tout le monde ressent alors une vague de puissance magique élevée, et ils se demandent si c'était le boss. Les mages décident de se dépêcher et de retirer la barrière, et Jinhua se demande pourquoi une telle fluctuation magique n'a pas été détectée lorsqu'ils étaient dehors, car même un chasseur de rang B devrait être capable de la détecter. Juste à ce moment, les mages commencent à saigner de partout, et les autres réalisent qu'une malédiction a été placée sur la barrière comme piège. Le capitaine demande à l'un des chasseurs de lancer de la magie divine, mais personne ne l'écoute, alors ils se retournent pour voir ce qu'ils font, remarquant toute une armée d'ors derrière eux. Ils observent qu'il y a environ 50 ors, et les leaders des deux groupes se dirigent l'un vers l'autre, se rencontrant à mi-chemin. Le leader des ors tente de communiquer avec eux, mais ils ne comprennent pas, et le chaman des ors prend possession du corps du leader, parlant en langue humaine. Le chaman se présente comme Kargalgan, disant à Kiun qu'il souhaite voir les humains. Kiun lui demande s'il est celui qui a bloqué l'entrée, et le chaman mentionne que oui. Kiun lui demande s'il y a un être plus fort que lui dans ce donjon, mais il répond que non, et il lui demande de choisir s'ils veulent venir le voir ou mourir aux mains de ses soldats. Kiun décide évidemment d'aller le rencontrer en personne, et les ors montrent le chemin. Pendant ce temps, il dit à Jinhua qu'ils vont attaquer le boss dès qu'ils arriveront dans sa salle, et cela va sûrement le distraire un moment, le rendant incapable de maintenir la barrière. Il dit à Jinhua de profiter de cette occasion pour s'échapper et informer l'autre équipe d'assaut, et Jinhua se demande s'il prévoit de se faire tuer. Kiun lui dit que leur mission est de fermer le portail, pas de revenir vivant du donjon, et le soigneur remet à Jinhua un court testament, lui demandant de le remettre à sa famille. Jinhua le prend, mais il espère que cela ne se produira pas, et elle lui dit qu'ils doivent accomplir cette mission, mais que pour lui, les choses sont différentes, lui demandant de s'assurer qu'il s'échappe. Jinhua pense que cette situation désespérée est la même que pour le double donjon, mais ces gens sont tellement différents de cela. En même temps, à l'extérieur du portail, nous voyons Shine chercher Jinhua, mais elle ne le trouve pas, se demandant s'il a démissionné de l'équipe. Le chef de l'équipe de minage remarque sa présence, et elle lui demande où est Jinhua, découvrant qu'il est entré dans le portail en tant que porteur. De retour à l'intérieur du portail, nous voyons Jinhua et les autres arriver dans une salle du trône, où ils sont accueillis par Kargalgan et une énorme armée d'or. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, nous voyons Shine se demander pourquoi Jinhua est entré dans la porte en tant que porteur, car il n'a qu'une seule vie à vivre. Elle pense l'avoir également vu debout devant une salle de boss hier avec une arme à la main, et il est un peu suspect. Elle dit au leader des mineurs qu'elle va entrer pour jeter un coup d'œil, lui demandant s'ils ont des armes à proximité. Le leader n'a rien d'autre qu'une pioche, qu'il lui donne, et elle lui demande s'il n'a pas autre chose, mais il n'a rien qui ressemble à une arme, juste d'autres outils de mine. Ain décide de partir les mains vides dans ce cas, mais il lui demande si elle va être bien sans armes, et elle prend juste la pioche avec elle. En même temps, les chasseurs à l'intérieur de la porte sont surpris par le nombre d'ORCO, et ils pensent qu'ils pourraient facilement raser des villes si autant d'entre eux sortent de la porte. Ils remarquent que les 4 généraux de l'armée sont encore plus forts que le reste du groupe, et le boss ordonne aux ors de se taire. Les ors arrêtent le bruit sourd qu'ils faisaient, et Kyun pense que leur mission est de fermer la porte, et pour cela, ils doivent vaincre le boss du donjon. Le boss retire alors son masque, et ils sont surpris par son énergie magique écrasante. Ils ont les fesses serrées en pensant qu'ils ne sont rien comparés à lui, et Kyun demande au boss pourquoi il les a amenés ici. Le boss les informe qu'ils ne sont que du divertissement, et il mentionne qu'il va les tuer un par un, et que ce sera parfait pour divertir ses soldats. Kyun et les autres sont frappés par le désespoir en entendant cela, et ils n'arrivent pas à croire que leur détermination ne soit qu'un divertissement pour eux. Ils pensent que c'est comme s'ils étaient des jouets à jeter, et en remarquant Jinhua, le boss se rend compte que quelque chose d'étrange s'est faufilé avec les humains. Cela ne le dérange pas, et Kyun se jette sur lui pour attaquer, ordonnant aux autres de faire de même, mais il remarque que personne ne le rejoint car ils sont tous paralysés par la peur. Il attaque le boss seul, et le boss se défend en utilisant son bouclier magique. Il déploie ensuite sa magie gravitationnelle, écrasant Kyun contre le sol et le plafond comme une boule de puissance. Ses coéquipiers sont dévastés de voir cela, et Jinhua le sauve, le reposant sur le sol. Il pense qu'il ne doit pas intervenir car c'est une mission pour la guilde des chasseurs, mais toute l'équipe d'assaut est maintenant en danger, et il ne peut pas rester les bras croisés. Un des ors tente de l'attaquer, mais il l'arrête et le tue en utilisant la main du souverain.
Il demande à Kyun s'il peut laisser toutes les bêtes magiques ici à lui, et Kyun accepte, car il n'a pas d'autre choix. Le boss pense qu'il est juste arrogant, libérant sa puissance magique, et Jinwo mentionne que c'est la première fois qu'il ressent une telle présence, mais leurs rôles sont naturellement opposés. Il invoque son armée d'ombre, jurant de mettre fin au boss. La scène se déplace à l'extérieur du donjon, et nous remarquons que le département de surveillance dirigé par Jinchul est arrivé à la porte. Les mineurs se demandent ce qu'ils font ici, et Jinchul se demande pourquoi Jinwo travaillerait comme mineur ici pendant 2 jours. Le leader des mineurs lui demande pourquoi il est là, et Jinchul lui pose des questions sur Jinwo. En entendant cela, un des mineurs ayant des plaintes contre Jinwo se présente, déclarant qu'il savait qu'il y avait quelque chose de suspect avec ce gars. Jinchul l'ignore, demandant au leader des mineurs où est Jinwo, et il découvre qu'il est entré dans la porte en tant que porteur. Jinchul n'a aucune idée de ce que Jinwo pourrait penser, venant ici d'abord comme mineur, puis entrant en tant que porteur. Il pense qu'après être devenu un chasseur de rang S, chaque mouvement qu'il fait est sous surveillance, et il souhaiterait qu'il soit au moins conscient de ses actions. Le leader des mineurs se demande ce qui se passe, et Jinchul lui dit de regarder les nouvelles demain, et il saura ce qui se passe. Il s'approche de la porte, et le leader des mineurs lui dit que Sha'in a posé la même question que lui un peu plus tôt. Jinchul est surpris par cela, mais juste à ce moment-là, quelque chose d'encore plus surprenant se produit, et il perçoit une aura étrange venant de la porte. Il demande à son équipe de faire un autre test de puissance magique sur ce donjon, et pendant ce temps à l'intérieur de la porte, Ain est surprise par le grand nombre de Ozor tués. Elle n'arrive pas à comprendre comment l'équipe de Kyun a pu en tuer autant, et elle décide de se dépêcher jusqu'à la salle du boss, car elle a également ressenti cette puissante énergie magique tout à l'heure. La scène coupe ensuite sur le boss qui se moque de Jinwo pour avoir affronté son armée avec une force aussi modeste, et Jinwo augmente la puissance de son armée d'ombre en utilisant le domaine du monarque. Il explique qu'il s'agit de la nouvelle compétence de travail qu'il a apprise, et il détaille que ses soldats d'ombre sont devenus plus forts après la bataille au château des démons. Les autres chasseurs ne sont plus sûrs de ce qui se passe, et les Ozor attaquent l'armée de Jinwo, mais nous remarquons que ces généraux sont assez forts pour déchirer les Ors comme s'ils faisaient du contrôle de nuisibles. Jinwo les aide également à réduire le nombre des Ozor, et les chasseurs remarquent qu'ils se déplacent de la même manière que Ain. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un avec sa puissance est venu en tant que porteur, et Jinwo remarque que la force de son infanterie est équivalente à celle d'un chasseur de rang B, et ses soldats meurent 4 à 5 fois pour tuer un seul ORC. Il se rend compte qu'il doit réduire le nombre d'or, sinon son mana va être épuisé, et le boss rejoint le combat, utilisant un sort de feu pour anéantir ses soldats d'ombre. Il dit à Jinwo de ne pas être arrogant, mais cela ne change pas son attitude, car il informe le boss que ses soldats peuvent ressusciter indéfiniment. Le boss attaque alors Jinwo et ses soldats en utilisant sa magie gravitationnelle, et il mentionne qu'il va continuer à détruire ses soldats jusqu'à ce que son pouvoir magique soit épuisé. Il continue son attaque, anéantissant les soldats de Jinwo encore et encore, et Jinwo continue à les ressusciter. Il se demande si le boss essaie de garder ses distances avec lui en utilisant ses attaques à distance, et le boss se demande combien de temps Jinwo va tenir comme ça. De retour à l'extérieur de la porte, nous voyons que les résultats du test de puissance magique sont arrivés, et il révèle que ce donjon est extrêmement proche d'une porte de rang S. Jinchul demande aux mineurs de contacter immédiatement le leader de la guilde des chasseurs, et le département de surveillance se prépare à soutenir l'équipe d'assaut. À l'intérieur du donjon, le boss dit à Jinwo que la force et le nombre de son armée surpassent celle de Jinwo, et Jinwo remarque que son pouvoir magique s'épuise rapidement. Il boit une potion de mana, augmentant sa puissance, et il mentionne qu'il est sur le point de commencer à montrer son véritable pouvoir en tant que nécromancien. Il ressuscite tous les Ozor tombés en tant qu'Indéade, et il dit au boss qu'il va également faire de lui une partie de son armée. Le boss se demande alors si Jinwo est le seigneur, perplexe de savoir pourquoi il est même ici. Il se souvient que depuis qu'il a ouvert les yeux en cet endroit, le seul ordre qui lui traverse l'esprit est de tuer les humains. Il pense que la raison de cela n'est pas importante et décide simplement d'obéir à cet ordre. Il envoie ses généraux dans la mêlée, et la scène se coupe à la guilde des chasseurs. Choi est surpris d'apprendre que la porte est proche d'une porte de rang S, et il pense que l'évaluation doit être correcte, car Kyun et les autres seraient déjà sortis si ce n'était pas le cas. Il réalise que si cette porte subit une rupture de donjon, ce sera comme l'incident de l'île Jeju, et il est content qu'il y ait encore du temps avant que cela ne se produise. Il demande à son assistant de mobiliser tous les chasseurs de la guilde, et l'assistant envoie un message à chaque chasseur de rang A et au-dessus. Choi mentionne qu'ils devront peut-être demander le soutien de la guilde du Tigre Blanc et de la guilde des démons, et l'assistant est surpris d'entendre cela, mais Choi déclare que tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est empêcher la situation de s'aggraver. Pendant ce temps, dans la salle du boss, nous voyons les généraux de Jinwo combattre le général ORC, et les généraux de Jinwo dominent totalement le combat.
Le boss est surpris de voir ses généraux perdre, et les autres chasseurs décident d'aider Jinwo, mais le boss ne veut pas qu'il se mette en travers de son chemin et en blesse quelques-uns. Il descend de son piédestal et mentionne qu'il va faire regretter à Jinwo de l'avoir affronté. Il utilise des malédictions pour induire la cécité, la léthargie et le sommeil chez Jinwo, mais elles ne fonctionnent pas en raison de sa compétence santé et longévité. Jinwo explique qu'il est résistant aux poisons et aux malédictions, et il invoque ses mages. Le boss utilise son bouclier magique pour se défendre contre eux, et les mages lancent une boule de feu améliorée par l'orbe de l'avarice. Elle parvient à percer la barrière du boss, l'attaquant, et le boss se fâche à cause de cela. Juste à ce moment-là, Sha'in arrive sur les lieux et est stupéfaite par ce qu'elle voit. Elle remarque les autres chasseurs et observe que Kiun a été blessé, mais le guérisseur le soigne. Elle leur demande quelle est la situation ici, mais ils ne sont pas sur eux-mêmes, et le boss utilise de la magie de renforcement, ainsi que d'autres sorts pour se transformer en géant, essayant d'écraser Jinwo sous ses pieds, mais il esquive. Il mentionne qu'il n'aime pas les géants, probablement à cause de ce qui s'est passé dans le double donjon, et le boss utilise des sorts de feu dans la zone autour de lui, anéantissant amis et ennemis. Il se demande si Jinwo pense encore qu'il peut l'affronter, et Jinwo lui poignarde l'œil, lui disant qu'en se transformant en géant, il vient de se rendre une cible plus grande. Il mentionne qu'un mage sans protection n'a aucune chance de victoire contre un chasseur de type assassin, et le boss l'attaque avec des sorts de feu, mais Jinwo les esquive tous et l'attaque avec sa dague, mais cela ne lui inflige aucun dégât. Il réalise qu'il a besoin de quelque chose de plus grand, et utilise la main du souverain pour attraper des chaînes, les utilisant pour ligoter le boss et le jeter autour de la pièce. Juste à ce moment-là, Jinchul arrive sur les lieux, témoin de cette scène incroyable, et il dit à Ain qu'il est venu soutenir lorsqu'il a senti une forte puissance magique à l'extérieur, mais il ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Voyant même le chef du département de surveillance reconnaître sa puissance, Ain pense que Jinwo doit être une grosse affaire, et elle demande à Jinchul qui il est. Jinchul mentionne qu'il ne connaît pas bien Jinwo, et Jinwo informe le boss blessé que son destin a été décidé dès que ses gardes sont morts. Le boss refuse d'admettre sa défaite, et Jinwo utilise ses anciens gardes pour en finir avec lui. Il gagne des niveaux après cela, et il extrait l'âme du boss. Il remarque qu'il peut le nommer, et il ne se souvient pas du nom du boss, tout comme moi, alors il le nomme Fan. Il découvre que Fan a le rang de chevalier d'élite, et il pense qu'il n'a jamais vu ce rang auparavant, mais il est sûr que c'est quelque chose d'impressionnant. Il déclare que les Ozors sont également un gain majeur, et Jinchul s'approche de lui. Jinwo ne l'avait pas remarqué jusqu'à maintenant, étant trop absorbé par l'extraction de l'âme, et les autres chasseurs demandent à Jinwo ce qui vient de se passer. Avant que Jinwo ne puisse répondre, l'équipe de Jinchul intervient en son nom, leur disant que Jinwo est actuellement un secret top de l'association. Il demande à tout le monde de garder les événements d'aujourd'hui confidentiels et de comprendre que Jinwo a montré la puissance d'un chasseur de rang S uniquement pour les protéger. Jinchul et les autres escortent ensuite Jinwo, mais avant qu'il ne parte, Kiun et son groupe le remercient de tout cœur, et il rend la volonté du guérisseur à elle. Plus tard, Choi reçoit le rapport de l'incident, et il a également découvert à quel point Jinwo est impressionnant. Il pense qu'il est difficile de croire combien d'aptitudes ce gars possède, et il demande à Kiun qui est le plus fort entre lui et Jinwo. Kiun lui dit que normalement, les raids sont gérés par plusieurs chasseurs faisant leur part, mais Jinwo défie cette logique. Il demande à Choi s'il sera capable de conquérir le donjon le plus difficile tout seul, et Choi déclare qu'il ne le peut pas, pensant que son titre de chasseur ultime n'est rien d'autre qu'une blague maintenant. Ailleurs, nous voyons Jinwo rencontrer Jino, et il lui demande comment s'est passée l'affaire du maître de la guilde. Jino lui raconte ce qui s'est passé, et la scène change à l'association des chasseurs, où un acteur célèbre, Lee Min-sun, a éveillé son pouvoir de chasseur, et les médias se sont rassemblés pour couvrir cette nouvelle. Min-sun pense qu'il est la star du jour, et il se sent bien à propos de cela. La scène coupe à Baekhyuno et Choi Jong-in arrivant à l'association des chasseurs, et les médias pensent qu'ils sont là pour recruter Lee Min-sun. Yuno se demande qui c'est, et il mentionne qu'il n'est pas là pour ça. Choi a entendu parler de Lee Min-sun, mais il dit qu'il a déjà signé un contrat avec la guilde Fien, et qu'il est là pour autre chose. Les médias sont déçus en entendant cela, et ils les laissent tranquilles. Yuno se souvient qu'il a entendu dire que Choi avait été troublé par le récent donjon de rang qui a presque atteint le rang S, et Choi lui dit que ce n'était pas aussi grave que ce que la guilde du Tigre Blanc a dû affronter dans le portail rouge, car ils ont eu des pertes. Yuno mentionne qu'il a entendu dire que Choi était presque sur le point de lui demander de l'aide, mais Choi dit que cela ne s'est pas passé ainsi grâce à Jinwo, et qu'il devra lui faire un grand accueil dans sa guilde. Yuno mentionne que Jinwo les a sauvés aussi, donc il doit faire de même, et ils se disputent pour savoir qui va recruter le gars. Juste à ce moment-là, le maître de la guilde Fien leur demande s'ils se battent pour Lee Min-sun, mais ils lui disent qu'ils ne sont pas intéressés par ce gars, et Jinwo, qui arrive à l'association, se demande pourquoi il y a autant de bruit ici.
Pendant ce temps, les filles à l'école de Gina regardent les nouvelles de l'association des chasseurs concernant Minsin, et elles parlent de Minsin, un acteur avec une mauvaise réputation, entouré de plusieurs scandales, disant qu'il couche avec les actrices avec lesquelles il travaille. Retour à l'association, nous voyons Minsin s'adressant aux médias, et il mentionne qu'il a décidé de devenir un chasseur. Il déclare qu'il va rejoindre la guilde Fien sous la direction de son maître, Lim Ta-ju, et les médias lui demandent si cela signifie qu'il prend sa retraite de l'industrie du divertissement. Ils sont surpris qu'il ait pris cette décision sans même connaître ses résultats d'évaluation, et Minsin pense qu'il sait en réalité qu'il est un chasseur de rang A, et que son contrat avec la guilde Fien va durer 2 ans. Après cela, il retournera dans l'industrie, et d'ici là, tout le monde aura oublié ces scandales. Il fait semblant de risquer sa vie pour combattre des bêtes magiques, indépendamment de son rang, et juste à ce moment-là, Jinwoo essaie d'entrer dans l'association, mais les gardes de Minsin l'arrêtent, lui disant qu'il ne peut pas entrer avant la fin de la conférence. Juste à ce moment-là, Gunny arrive, lui disant que Jinwoo est son invité, et il se souvient leur avoir demandé de ne pas organiser de conférence de presse à cette heure-là. Minsin n'est pas content de cela, mais Gunny s'en fiche, et il prend Jinwoo à l'intérieur. Cela fait se demander aux médias qui est Jinwoo, et Minsin essaie d'entrer dans l'association pour être évalué, mais Jinchul l'arrête, lui disant qu'il ne peut pas entrer maintenant, car d'autres subissent une réévaluation. Minsin lui demande s'il sait qui il est, lui disant qu'il pourrait perdre son emploi avec juste un mot de sa part, mais Jinchul n'a aucune idée de qui il est, le menaçant de rester dehors, sinon. Nous voyons ensuite Gun emmenant Jinwoo à l'endroit de la réévaluation, et Jinwoo remarque que Choi et Yuno sont là pour voir ses résultats. Jinwoo entre dans la salle d'évaluation, et avant de réévaluer ses pouvoirs, il lui demande quel genre de capacité il utilise. Jinwoo leur montre qu'il peut invoquer des soldats, en invoquant un, et Gun sait que ce n'est pas tout ce qu'il peut faire, car Jinchul lui a tout dit sur ses véritables capacités. Jinwoo décide de montrer sa vraie puissance dans ce cas, invoquant son armée, et il leur dit qu'il peut en invoquer environ 100 de plus. Gun est surpris de voir et d'entendre cela, et Choi et Yuno peuvent sentir son immense pouvoir magique, pensant que c'est même plus fort qu'eux. Ensuite, nous apprenons que le processus d'évaluation est terminé, et Jinwoo reçoit une licence de chasseur de rang et s'il pense que maintenant personne ne le suspectera s'il vend la sphère de l'avidité, et il peut utiliser l'argent qu'il gagne pour s'équiper. Il décide de conquérir le château démoniaque cette fois-ci, et Gun attend de voir ce qu'il va accomplir. Nous voyons ensuite Jinwoo quitter l'association, et Choi et Yuno l'attendent pour lui parler afin de le recruter, mais il les ignore, leur disant qu'il a d'autres affaires à régler. Juste au moment où il ouvre la porte de l'association, il trouve les médias en train de prendre des photos de lui, et Song-hee est surprise de le voir aux nouvelles. Elle montre cela à Gina, et elle est tout aussi surprise, voyant que son frère est devenu un chasseur de rang S. Tous les associés de Jinwoo voient les nouvelles, certains n'en croient pas leurs yeux, tandis que d'autres savaient que ce n'était qu'une question de temps. Retour à l'association, nous remarquons que les médias ont laissé Minsin et couvrent maintenant Jinwoo, lui posant toutes sortes de questions. Pendant ce temps, Jinwoo dit à son père qu'il n'a pas pu persuader Jinwoo de rejoindre sa guilde, et il se souvient que Jinwoo a rejeté son offre, lui disant qu'il a quelque chose qu'il doit faire en ce moment, et qu'il doit accomplir cela seul. Il lui a dit qu'il doit devenir plus fort pour y parvenir, et rejoindre des organisations maintenant ne fera que ralentir ses progrès. Il lui a alors demandé de le suivre à la place, et son père lui demande s'il sait à quel point sa décision est égoïste. Il lui rappelle qu'il avait initialement confié ce projet à son frère, mais qu'il a changé d'avis juste parce que Jinwoo a insisté, et maintenant il essaie d'abandonner tout et de partir sans rien accomplir. Il lui demande s'il pense que c'est juste, et Jinwoo se souvient de son temps avec Jinwoo, déterminé à dire à son père qu'il doit aller voir Jinwoo, quoi qu'il arrive. En même temps, nous remarquons le personnel de l'association, empêchant les médias de trop s'approcher de Jinwoo, et Yuno propose de ramener Jinwoo chez lui car gérer les médias va l'épuiser, mais Jinwoo lui dit qu'il n'en a pas besoin, et il utilise sa vitesse pour échapper aux médias, en couvrant son visage. Choi est surpris qu'il soit aussi fort physiquement malgré être un mage, et Yuno n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas pu suivre ses mouvements, même avec ses yeux. Il se demande si Jinwoo est réellement devenu plus fort depuis la dernière fois qu'il l'a vu, et Jinwoo pense que maintenant il doit juste obtenir l'équipement. Nous le voyons dans une maison de vente aux enchères, et il dit au personnel qu'il veut acheter un objet qui peut se défendre contre les attaques de feu. Le membre du personnel lui demande à quoi ça sert, et il lui informe que c'est pour résister à la chaleur à l'intérieur d'un donjon, et il lui montre une cape ainsi que des anneaux. Il lui dit que c'est abordable aussi, mais que le prix est encore un peu trop élevé pour lui. Il se demande si le prix peut être réduit, mais le personnel lui dit qu'ils ont un prix fixe dans leur magasin. Cependant, si Jinwoo peut casser le verre qui protège leur équipement, il pourrait les avoir gratuitement. Jinwoo est surpris d'entendre cela, se préparant à casser le verre,
tandis que le membre du personnel lui explique à quel point il est solide, mais juste au moment où il est sur le point de le frapper, le personnel l'arrête, lui disant qu'il rigolait. Il mentionne que même si Jinwoo n'est pas capable de casser le verre, une légère vibration va déclencher l'alarme, et il s'excuse d'avoir poussé la blague trop loin. Jinwoo se sent maladroit à ce sujet, et il dit au personnel qu'il veut aussi voir des armes. Le personnel chargé des armes le prend pour lui montrer quelques épées courtes, et l'autre personnel remarque que Jinwoo a réussi à fissurer le verre, même s'il ne l'a jamais touché. Pendant ce temps, Jinwoo se fait montrer une épée courte et demande son prix, qui est élevé. Jinwoo n'arrive pas à croire combien il lui demande, bien que sa puissance ne soit guère supérieure à celle du croc venimeux de Kasaka au maximum. Il montre alors un poignard qu'il vient d'acheter dans son magasin personnel, demandant au vendeur combien il pourrait le vendre. Le vendeur lui répond qu'il pourrait le vendre pour 100 millions, et Jinwoo est surpris d'entendre cela, car il l'a acheté pour 2 800 000 or dans le magasin. Il pense que les objets achetés en magasin doivent avoir une grande valeur, et il se dit qu'il n'aura pas besoin de vendre la sphère de l'avidité dans ce cas. Il se dirige vers les toilettes pendant un moment, et la scène coupe au siège de la guilde du Tigre Blanc. Yuno se souvient de la force de Jinwoo, et il pense que la deuxième révélation de Jinwoo doit être terminée depuis longtemps, se demandant comment il continue de devenir plus fort. Il a alors une idée, se demandant s'il ne s'y prend pas de la mauvaise manière, et si Jinwoo n'est pas un chasseur capable de devenir toujours plus fort. La scène coupe ensuite à la maison de Jinwoo, et Jina remarque que les médias ont enfin quitté leur maison. Elle est contente de pouvoir retourner à l'école, et Jinwoo pense que l'association a dû l'aider dans ce sens. Jina lui dit qu'il peut passer à la télé s'il veut, mais elle lui demande de ne pas l'impliquer, et il pense qu'il n'y a pas de raison de lui dire tout cela, car ce n'est pas sous son contrôle. Il l'informe qu'il va être absent pendant une semaine à partir de demain, et elle est surprise, se demandant ce qu'il va faire. Juste à ce moment-là, Jino se présente à sa porte, et Jina lui demande s'il est l'un de ses amis. Jino mentionne qu'il est le bras droit de Jinwoo, et Jinwoo invente une excuse, disant à Jina qu'il va travailler avec ce type pendant une semaine. Jino ne sait pas de quoi il parle, mais Jinwoo lui donne un coup de pouce, et il comprend qu'il veut qu'il joue le jeu. La nuit, nous voyons Jino dormir dans la chambre de Jinwoo, et Jinwoo vérifie comment va Jina, pensant que les choses se sont peut-être calmées pour l'instant, mais maintenant tout le monde sait qu'il est un chasseur de rang S, et il doit être prudent. Il invoque les gardes de Fan de tout à l'heure, et il remarque qu'il n'y en a que 3, se rappelant que Fan avait 4 gardes. L'un d'eux lui rappelle que le dernier a été projeté au plafond par Jinwoo, et que son extraction d'ombre n'a pas atteint cet homme. Jinwoo ne s'en soucie pas, car les 3 sont suffisants, et il laisse l'un d'eux protéger Jina. Nous le voyons ensuite sur le toit, et il pense qu'il doit renforcer la sécurité de son quartier également. Il libère quelques-uns de ses soldats pour patrouiller dans la zone et la maintenir calme. Le lendemain, nous voyons Jino et Jinwoo conduire quelque part, et Jino le remercie de l'avoir laissé rester chez lui. Jinwoo lui dit qu'il n'avait pas besoin de fuir sa maison, et Jino lui demande de ne pas s'inquiéter de cela, lui demandant pourquoi il a des affaires à la Tour des Uns. Jinwoo lui dit qu'il va s'entraîner pendant une semaine, et Jino est surpris qu'il veuille devenir plus fort, même s'il est déjà un chasseur de rang S. Jinwoo répond que c'est le cas, et Jino n'est pas si surpris de sa réponse. Ensuite, nous voyons Jinwoo à l'intérieur du château démoniaque, équipé de son anneau à base d'eau et de sa robe du vent. Il décide de commencer à conquérir ce château, et il obtient une mission lui demandant de tuer le monarque démoniaque, Baran, qui se trouve au dernier étage de ce château. Il remarque que la récompense est une pierre unique pour la capacité appelée échange d'ombre, et 30 points de capacité. Il se réjouit des récompenses et se téléporte au 76e étage. Nous voyons ensuite la mère de Jino parler avec son père, et elle est surprise que leur fils ait quitté la maison. Son père n'est pas trop inquiet à ce sujet, mais juste à ce moment-là, quelque chose lui arrive et il s'effondre. Pendant ce temps, au château démoniaque, nous voyons Jinwoo faire face à un monstre de niveau boss, et il invoque Fan, lui donnant la lance de l'avidité. Fan lance un sort de feu sur le monstre, et il le transforme en cendre. En voyant sa puissance, Jinwoo pense qu'il doit réfléchir attentivement aux situations où il peut l'utiliser. Ensuite, nous voyons le père de Jino réveillé à l'hôpital, et il apprend que Jino est venu lui rendre visite. Sa femme lui dit qu'elle lui a menti, lui disant que son père s'était effondré à cause du surmenage, et ils se souviennent que le médecin leur a dit qu'il avait contracté la maladie du sommeil éternel. Il a expliqué qu'il s'agit d'une condition où une personne est parfois submergée par la somnolence, et finit par tomber dans un sommeil éternel. Le père de Jino se demande pourquoi il a contracté cette maladie, et le médecin lui explique que les personnes ayant une faible résistance à la magie sont sujettes à cette maladie s'ils sont exposés à la magie pendant longtemps. Il lui demande s'il y a des chasseurs parmi ses amis ou ses proches, et cela fait réfléchir les deux sur leur fils, Jino, mais le médecin leur dit que cette cause n'est toujours pas confirmée.
Le père de Jino se demande alors s'il a été éliminé par ce monde, et en attendant, à la frontière du pays, nous voyons des chasseurs patrouiller dans la région. Il tombe sur une bête magique volante, et se demande ce que c'est. Pendant ce temps, dans le château démoniaque, Jinwo gagne quelques niveaux après les combats récents, et il explique qu'il a divisé ses soldats en 6 équipes. Il les fait agir séparément, et il leur a donné 2 ordres. Le premier est de tuer tous les ennemis visibles, et le second est de lui signaler dès qu'il trouve le permis. Il explique qu'à cause de cela, il ne pourra obtenir aucun autre objet que le permis, mais c'est plus efficace, bien que ses progrès aient ralenti depuis qu'il a atteint le 80e étage. Il se demande ce qui prend autant de temps à ses soldats, et il remarque soudainement que ses PM chutent drastiquement. Il découvre que quelqu'un détruit continuellement ses soldats, et c'est son équipe à qui est visé. Il est surpris que quelqu'un ici ait pu vaincre son équipe de Ozor, et il rappelle l'équipe, se dirigeant pour enquêter sur cela lui-même. Sur place, il découvre que l'équipe B a aussi été attaquée, et il pense que cet ennemi doit être redoutable. Cependant, il se rend compte que quelque chose est étrange. Il remarque que l'équipe de Fan était plus proche de l'équipe A, mais l'ennemi a quand même ciblé l'équipe B, qui était plus éloignée. Il comprend que cet ennemi savait que Fan était trop puissant pour eux, et qu'ils choisissent spécifiquement des adversaires qu'ils peuvent vaincre facilement. Il réalise qu'ils attaqueront probablement l'équipe des ours des glaces ensuite, et il remarque des chevaliers démons attaquant les ours des glaces. Il déchire les ours comme s'ils étaient des jouets, et Jinwo les observe en se cachant avec sa compétence de furtivité. Il pense qu'ils sont bons, et il désactive sa furtivité. Un des chevaliers l'attaque, mais il s'en débarrasse rapidement, et il prend soin des 2 autres lorsqu'il l'attaque, ne laissant que le chef. Il se dirige vers elle, mais elle se retire, et il se demande si les bêtes magiques ressentent la peur, et maintenant il a la confirmation qu'elles le font. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Merci de liker, partager et vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour des résumés d'anime.